Mon propriétaire ne répare pas les fenêtres qui ne sont plus étanches. Puis-je cesser de payer le loyer? Les obligations respectives du locataire et du bailleur méritent une vidéo à part entière, si ce n'est même une formation. J'ai beaucoup de sujets à traiter et celui-ci est sur la liste. Donc si vous êtes intéressé, jetez de temps en temps un œil à la chaîne Questions de droit ou abonnez-vous avec notification des nouvelles publications. Parmi les obligations du bailleur figurent celles visées aux articles 1719 et 1720 du Code civil. Le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible de la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'y faire en outre, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives. On a dit qu'on ne va pas se disperser et notamment étudier en détail ce que sont les obligations locatives. Mais le clos, et donc l'étanchéité du logement, l'absence d'infiltration, cela ne relève pas d'une réparation locative, d'une obligation du locataire. Et même si c'était le cas, l'article 1755 du Code civil nous dit depuis 1804 que aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Cela veut dire que si c'est vieux, usé, vétuste, au point de ne plus fonctionner normalement, c'est au bailleur de remettre en état, même si ça incombe normalement au locataire, comme la petite plomberie ou la robinetterie. Donc avant de répondre à la question sur la possibilité de ne plus payer son loyer si le bailleur ne veut pas faire les travaux, il est utile de savoir que c'est bien à lui de les faire et d'avoir les arguments juridiques pour le lui faire comprendre. La réponse à la question est en principe non. On ne se fait pas justice soi-même. Quand je dis en principe, cela laisserait peut-être entendre qu'en pratique, on pourrait tout de même le faire. Je ne vais pas vous inciter à vous mettre dans l'illégalité et à prendre des risques, mais je vais vous dire ce que vous risquez réellement et comment minimiser le risque si vous prenez cette décision, justement pour que vous puissiez la prendre en connaissance de cause. Mais ce serait votre décision et non ma recommandation. Et puis surtout, je vous expliquerai ensuite ce que vous pouvez faire pour contraindre le bailleur à faire les travaux. Payer son loyer et ses charges est, avec la souscription d'un contrat d'assurance habitation, la première des obligations du locataire. Il y a d'ailleurs vraisemblablement dans votre bail une clause qui prévoit la résolution du bail 2 mois après délivrance par le bailleur d'un commandement en vertu de cette clause résolutoire. Pas de panique si ça vous arrivait. Le bail ne peut être résilié si facilement et le bailleur doit toujours passer par le tribunal qui peut suspendre la clause résolutoire. Et si vous vous présentez devant le juge avec des justificatifs de lettres recommandées ou de mails au bailleur, des photos ou des vidéos du problème, des attestations de témoins, voire un constat de commissaire de justice, le juge ne vous expulsera pas, à plus forte raison si vous pouvez payer sur le champ votre dette de loyer. Si toutes ces conditions sont réunies, et notamment la dernière, après tout, pourquoi pas tenter le bras de fer, puisque le risque est quasiment nul. D'ailleurs, vous pourriez même demander au juge d'être dispensé de payer tout ou partie du loyer, ou éventuellement de le payer chez un séquestre qu'il désignerait, jusqu'à ce que les travaux soient faits. Le juge adapterait alors sa décision à la situation. Si le logement est inhabitable, ou presque, le loyer ne devrait pas être payé. Mais c'est juridiquement au juge du contentieux et de la protection d'en décider. Même si vous preniez vous-même l'initiative de ne plus payer le loyer, ce qui, je le rappelle, n'est pas légal, vous ne le feriez qu'après avoir mis en demeure le bailleur de faire les réparations indispensables, en ayant les preuves, les photos, etc., tout ce que nous avions évoqué. La mise en demeure peut même prendre la forme d'une sommation d'un commissaire de justice, idéalement même d'une lettre d'avocat. Mais comme dit, la voie normale pour contraindre le propriétaire, le bailleur pour être précis, à colmater les fenêtres et plus généralement à faire les travaux d'entretien qui lui incombent, c'est de saisir le tribunal si les autres démarches, comme la mise en demeure ou une lettre d'avocat, n'ont pas porté leurs fruits. Le tribunal, c'est le juge du contentieux et de la protection, notamment compétent en matière de litige entre bailleur et locataire pour un bail d'habitation. C'est un juge de la chambre de proximité du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité selon les spécificités locales. L'avocat
n'est pas obligatoire. Je vais vous présenter deux démarches. La première est plus simple, ou en tout cas moins technique que la seconde. C'est l'injonction de faire. La seconde est plus efficace et peut éventuellement se combiner avec la première si on n'est pas trop pressé. Donc, la première méthode, la première procédure, l'injonction de faire, elle est visée aux articles 1225.1 et suivants du Code de procédure civile. Je ne vous donne que les grandes lignes, car vous trouverez les détails et le formulaire CERFA sur le site servicepublic.fr. C'est une procédure en 2 temps, éventuellement, si vous le souhaitez, précédée d'une phase amiable. Cette phase amiable, qui est donc facultative, consiste pour le locataire à saisir la commission départementale de conciliation 2 mois après une mise en demeure infructueuse. Disons qu'il ne faut pas être en février dans un appartement impossible à chauffer et des fenêtres qui ne se ferment pas. Dans le premier temps de cette procédure, le juge rend une ordonnance d'injonction de faire s'il estime que votre demande est fondée et il fixe une date d'audience au cas où votre adversaire, le bailleur dans notre cas, ne s'exécuterait pas. S'il fait les travaux, vous devrez en aviser le tribunal pour annuler l'audience et arrêter la procédure. Sinon, vous laissez courir et l'affaire sera jugée de manière contradictoire, ce qui veut dire que les deux parties pourront faire valoir leur point de vue, leurs arguments, à la date d'audience déjà fixée dans l'ordonnance. Voilà pour les grandes lignes et le principe de l'injonction de faire. La seconde procédure est l'astreinte judiciaire prévue aux articles L131.1 à L131.4 du Code des procédures civiles d'exécution. Si votre dossier est bien ficelé, comme expliqué dans la première partie de cette vidéo, c'est une procédure redoutablement efficace. Pour schématiser, le juge dira au bailleur « je vous laisse 8 jours, par exemple, pour faire les travaux. Passé ce délai, ça vous coûtera X euros par jour de retard. » Le X, ça peut être 200, 300, 500 euros, c'est le juge qui décide. Mais la somme est toujours très persuasive. C'est vrai que la démarche est un petit peu compliquée, car d'abord, le juge fixe une astreinte provisoire, puis éventuellement une astreinte définitive. Il faut liquider ces astreintes, c'est-à-dire les transformer en titre exécutoire qui permettra de faire une saisie. Contrairement à l'injonction de faire, il vaut peut-être mieux prendre un avocat. On peut supposer qu'il y a urgence, et donc matière à passer par une assignation en référé, qui est signifiée au bailleur par un commissaire de justice. On peut faire supporter les frais de justice au bailleur, même s'il faut les avancer, et récupérer au moins une partie des honoraires de l'avocat, bien qu'il soit facultatif. Si vous avez choisi la première procédure, l'injonction de faire, qui est bien plus simple, et que le bailleur n'a pas réagi, n'a pas fait les travaux, souvenez-vous qu'il y aura une audience au tribunal. À cette occasion, vous pourrez aussi demander au juge de fixer une astreinte, bien que j'ai déjà entendu que le juge refuse et qu'il faut faire une démarche à part pour cela. J'en doute, et de toute façon, cela ne coûte rien de demander. Mais dès lors qu'il y a fixation d'une astreinte, il faut ressaisir le tribunal pour en obtenir la liquidation, et on en revient à la technicité de la démarche que nous avions déjà évoquée. Sauf que cette démarche de liquidation ne sera peut-être pas nécessaire, car si je suis le bailleur et que le juge me dit que ça va me coûter 500 euros par jour de retard, je vais les faire dardard, les travaux. Là est l'intérêt premier de l'astreinte. On n'est plus dans le blabla, dans les injonctions un peu abstraites et sans conséquences palpables. Le bailleur n'aura même pas à sortir sa calculette pour comprendre qu'il n'a pas le choix et que son entêtement risque de lui coûter cher. De toute façon, le juge s'adaptera à la situation. Être dispensé de payer le loyer, au moins partiellement, si le bailleur n'est pas en situation de faire face à une astreinte, c'est un peu comme une astreinte. Et ça donne au locataire la possibilité d'utiliser l'argent du loyer pour financer les travaux, même si le but est de persuader le bailleur de le faire. Voilà, j'espère que cela vous aidera. Merci de votre écoute et à bientôt.